Comme je le disais tout à l'heure, en 1976, j'ai finalement choisi de devenir responsable des archives médicales aux cliniques universitaires. C'était un emploi administratif. Ça rejoignait plutôt mes ambitions premières, parce que je n'avais jamais imaginé faire carrière à l'université, et déjà mes mandats du FNRS avaient été plutôt une surprise qu'autre chose. Donc je suis entré aux archives, je suis entré aux cliniques universitaires comme responsable des archives médicales. Et quand je parle de malentendus à cet égard, c'est tout simplement que pour un historien, les archives, ça a évidemment une signification tout à fait particulière. On se trouve dans un dépôt d'archives, généralement relativement poussiéreux, avec l'éternité devant soi pour classer ces documents d'archives, avec quelques curieux qui viennent les consulter. Donc, c'est quelque chose qui a une image relativement paisible, et que même certains auteurs de bandes dessinées, comme François Scheuten, ont contribué à perpétuer. Son volume L'Archiviste m'a été offert à la fin de ma période aux cliniques universitaires. Et le malentendu vient de ce que archiviste des cliniques universitaires, ça n'avait rien à voir avec cela. C'était gérer le service des dossiers médicaux, qui à l'époque n'étaient évidemment pas informatisés, mais étaient des dossiers papier. Et ces dossiers papier, il fallait les acheminer vers les unités d'hospitalisation et les unités de consultation à temps pour la consultation et pour l'hospitalisation. Alors, au bout du compte, après l'ouverture progressive des différentes unités de soins, eh bien, on s'est retrouvé avec à peu près 2 millions de mouvements annuels. C'était un service qui était parti de 3 personnes et qui aboutissait à 60 personnes, avec des employés de différentes caractéristiques, depuis le manutentionnaire qui classe les documents, jusqu'au docteur en médecine qui supervise l'analyse des dossiers médicaux, devenue de plus en plus importante en termes de financement des soins de santé. Donc, il a fallu là que je fasse une fameuse adaptation. C'est quelque chose qui a été assez rude au point de départ, dans la mesure où, d'une part, il fallait déménager les millions de dossiers qui avaient été constitués aux cliniques universitaires Saint-Pierre et Saint-Raphaël et Saint-Joseph à Leuven, et puis il fallait pouvoir les faire basculer dans le nouveau système quand c'était nécessaire. Donc c'était un gros travail de logistique pur et simple. Puis d'autre part, ça impliquait des contacts avec le monde médical. Contact avec le monde médical où, mon Dieu, les administratifs n'étaient pas nécessairement, du moins quand ils étaient aussi lointains qu'un gestionnaire d'archives, les bienvenus, mais où les exigences étaient très grandes. Quand un dossier manquait dans une consultation ou dans une salle de soins, bien, il y avait directement un flot d'adrénaline qui descendait vers les archives, qui était assez important. Et globalement, ça a été pour moi une excellente expérience. Beaucoup de mes collègues plus tard m'ont dit « mais enfin, pourquoi as-tu fait ce détour ?» Bien, ce détour m'a appris énormément de choses, parfois difficilement, parfois très durement.
mais j'ai appris notamment à gérer une équipe de personnes. J'ai appris à organiser le travail. Et toutes ces expériences, qui n'ont pas nécessairement été toutes positives, m'ont préparé à ce qui allait devenir plus tard une deuxième vie, d'une certaine façon. Alors, ce qui me frappe quand je relis cette expérience, c'est aussi le fait que j'ai petit à petit appris à négocier un certain nombre de situations. Et j'ai une expérience que j'ai toujours gardée en mémoire. Je pense que ça devait être au début des années 80. Le conseil médical, qui était représentant des médecins et qui était en vis-à-vis du coordonnateur général des cliniques, le professeur Jean-Jacques Ax, dont je dépendais en droite ligne, bien le conseil médical était très mécontent des archives. Et donc, le professeur Ax a convoqué une commission des archives pour essayer de diagnostiquer le problème, en médecine ça va de soi, et puis de le régler. Et les choses ont commencé de manière très frappante, dans la mesure où le représentant du conseil médical a tout simplement déclaré que tous les services médicaux étaient mécontents des archives, sauf un, parce qu'il n'y envoyait pas ses dossiers. Donc le ton était donné pour cette commission, et puis on a commencé à essayer de comprendre ce qui se passait. Et à la fin d'une année de travail, en collaboration avec les médecins du conseil médical, ils se sont rendus compte que l'essentiel des problèmes provenait non pas des archives, mais de la circulation du dossier en dehors des archives et notamment dans les secrétariats. Et alors, à partir de ce moment-là, et jusqu'à mon départ des cliniques, bien, nous n'avons plus eu de problèmes structurels aussi importants. Bien sûr, il y a toujours eu un certain nombre d'éclats de voix, mais je dirais ça faisait partie du milieu médical, donc ce n'était en soi pas quelque chose de problématique. Donc on pouvait vivre avec cela. Dans cette gestion des archives, la première partie a été essentiellement une gestion matérielle. Il fallait acheter le matériel nécessaire pour le classement, il fallait composer les dossiers médicaux. C'était parfois très instructif parce que dans un nouveau formulaire de dossier médical de médecine interne, j'avais été frappé de voir une rubrique intitulée Dixit. Et cette rubrique, c'était la rubrique où le médecin était censé noter ce qu'il disait au patient et à sa famille, histoire de ne pas se recouper si jamais ça ne correspondait pas totalement à la réalité. Déjà, ce simple élément était très frappant. Mais la deuxième facette de cette activité aux cliniques a été de contribuer à développer l'analyse des dossiers médicaux, donc ce qu'on appelle le résumé clinique minimum. Ce résumé clinique minimum est envoyé au ministère et au ministère de la Santé, et en fonction non plus des actes, mais des pathologies, les cliniques sont financées. Donc, très important, on était là vraiment au cœur même du financement, du nerf de la guerre de l'hôpital. Donc il fallait disposer d'un instrument qui permette de coder les pathologies, il fallait disposer de résumés de la situation du patient qui soit aussi complet que possible. Et donc, petit à petit, on est entré là vraiment dans une informatisation de l'information médicale clinique
qui a débouché naturellement bien plus tard sur les dossiers médicaux électroniques tels qu'on les pratique à l'heure actuelle, qui ne sont pas non plus sans un certain nombre de problèmes, mais des problèmes que je n'ai pas eu à traiter. Alors, il y a eu une troisième facette de cette activité aux cliniques universitaires, et cette troisième facette, je dirais que c'est une forme d'idiosyncrasie historienne. Donc, quelle que soit la fonction que j'ai exercée, je n'ai jamais pu m'empêcher de tenter de la replacer dans le temps. Autrement dit, de lui donner une certaine épaisseur. Marc Bloch avait défini l'histoire comme étant la science de l'homme en société dans le temps. Bien, c'est vraiment quelque chose que je n'ai jamais pu m'empêcher de pratiquer. C'est même pas que j'ai voulu le faire. Je n'ai jamais pu m'empêcher de le pratiquer. Et là, ça a donné lieu à un certain nombre de publications, soit des publications de gestion des archives. Par exemple, le petit volume sur l'information médicale clinique faisait d'une certaine façon la synthèse de mon expérience et a d'ailleurs été distribué par la direction à l'ensemble des médecins du cadre et des services administratifs. Donc, c'était quand même que la coordination générale le jugeait suffisamment utile. Mais c'était aussi des travaux qui étaient à proprement parler historiens. Et de ce point de vue-là, je pense par exemple à ce bouquin sur 50 années de réflexion sur le dossier médical. C'est quelque chose qui a résulté du dépouillement systématique, et il y avait encore peu d'instruments informatiques pour procéder à ce genre de travail, de l'index medicus. L'index medicus, c'est vraiment un instrument de travail essentiel qui démarre déjà à la fin du 19e, mais surtout au début du 20e siècle, et qui est censé faire un repérage de la totalité des publications. À l'heure actuelle, c'est bien sûr plus du tout le cas, mais pour la période envisagée, c'était vraiment essentiel. Et il en est résulté de gros volumes de répertoires bibliographiques avec les index, etc., permettant de se retrouver et de retracer finalement une histoire du dossier médical. Cette histoire du dossier médical, je l'ai aussi explorée un tout petit peu dans le contexte de plusieurs articles portant sur la structure du dossier médical, sur l'usage du dossier médical et notamment sur la participation du dossier médical à la formation des médecins. Avec un collègue, nous avions organisé une petite journée de réflexion, un collègue historien, donc je n'avais pas complètement quitté le monde des historiens. Nous avions organisé une petite journée de réflexion sur la formation du médecin dans le cadre du Centre d'histoire des sciences de l'UCL. Et là, mon article portait vraiment sur la contribution du dossier médical, dont j'avais pu retrouver un certain nombre d'exemplaires remontant à la fin du XIXe siècle et surtout au début du XXe et à l'entre-deux-guerres. Dossier de chirurgie, dossier de médecine interne, dossier de gynécologie, que j'avais jadis l'ambition d'exploiter de manière un peu plus approfondie, mais que je n'ai jamais eu l'occasion de mener à terme d'une certaine façon. Et il y a beaucoup d'autres questions qui sont dans la même situation. Ici, je dois faire un aveu. Je n'ai jamais réussi à me limiter dans mes curiosités, ce qui fait que j'ai abordé
toute une série de questions, mais simplement parce que ces questions m'intéressaient, parce qu'elles m'amusaient. J'ai fait un jour un article sur l'alimentation des religieuses de l'abbaye du Val-Benoît au XVIIIe siècle. Bon, ça aurait pu déboucher sur bien d'autres choses, mais je m'en suis tenu là et bon, c'est toujours une espèce de frustration. On n'a malheureusement qu'une vie et les journées n'ont que 24 heures. Mais bon, ça, je ferme cette parenthèse. À la même époque, finalement, s'est également située une troisième publication, toujours une publication bibliographique, qui portait sur les sciences exactes et médicales en Belgique, essentiellement dans l'entre-deux-guerres. Une publication des facultés universitaires Saint-Louis à laquelle un collègue m'avait invité à contribuer et qui a pris là aussi vraiment une ampleur tout à fait étonnante et un certain nombre, qui m'a permis un certain nombre de découvertes, notamment la découverte des revues médicales publiées à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle et qui deviennent de plus en plus nombreuses, y compris en Belgique. Donc on a vraiment là une mine d'informations sur l'évolution de la médecine, sur la perception de la médecine, sur les enjeux des différentes disciplines médicales, sur les enjeux aussi de la division progressive de la médecine. Au départ, des deux disciplines principales, la médecine interne et la chirurgie, mais qui donne finalement lieu à la création, à l'apparition d'une multitude de disciplines beaucoup plus précises, dont certaines sont tout à fait tardives. La pédiatrie n'apparaît finalement qu'à la fin du XIXe siècle. L'ophtalmologie, c'est plutôt quelque chose qui découle de la dermatologie et de la thérapie de la syphilis, qui, elle, est un vrai problème de santé publique au XIXe siècle. Donc, c'est vraiment quelque chose qui entre dans le fonctionnement interne d'un champ disciplinaire particulier. Et là, j'avoue, c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait énormément. Mais cette troisième facette de mon activité aux cliniques universitaires Saint-Luc allait d'une certaine façon de pair avec le maintien d'une activité d'historien au sens strict du terme. Bon, il avait d'abord fallu, parallèlement à ce travail de gestion et de direction, terminer ma thèse. Donc ça n'avait pas non plus été particulièrement drôle. Les samedis, les nuits étaient bien occupés. J'ai fait mes premières armes en gestion informatique à ce moment-là, mais il s'agissait encore de l'utilisation de cartes perforées, où j'ai passé des nuits dans les dans les magasins de la bibliothèque centrale de Louvain, de Leuven, avec l'accord de mon patron, naturellement, qui était le bibliothécaire en chef de l'université, à encoder ces données. Puis j'ai pu compter sur l'aide d'une informaticienne des cliniques qui a réalisé un certain nombre de graphiques, mais qu'à l'heure actuelle, on fait d'un clic grâce à des programmes aussi simples qu'Excel. Bon, à l'époque, ça demandait vraiment une infrastructure tout à fait extraordinaire. Et au fond, je me suis rendu compte déjà à ce moment-là à quel point le monde avait commencé à changer, parce que mon mémoire de licence, master, avait été encore dactylographié sur stencil avec des corrections non pas au blanc, mais avec du vernis à ongles pour combler les trous dans le stencil. Et puis,
8 ans plus tard, ma thèse a été photocopiée, au départ d'un original qui était dactylographié, et quelques années plus tard, c'était naturellement des textes directement sortis d'une imprimante, mais pas directement une imprimante en local qui était utilisée. Donc vraiment, j'ai pu toucher aussi au matériel à proprement parler de la fabrication de l'histoire ou de la fabrication de la science en général. Là aussi, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup parce que dans le détour de ma thèse, j'avais notamment été confronté à un acte notarié très particulier qui est l'inventaire après décès. Alors, l'inventaire après décès, c'est un acte qui, en principe, devait être dressé, c'est ce que voulait la coutume, devait être dressé dès que, dans un décès, il y avait des héritiers mineurs. Or, avec le taux de décès sous l'Ancien Régime, notamment le taux de décès féminin en couche, eh bien, des enfants mineurs, il y en avait très très régulièrement, ce qui provoquait d'ailleurs souvent le remariage du père, bien incapable de s'occuper à la fois de la ferme et de ses enfants. Donc il y avait besoin d'une femme pour s'occuper de l'intérieur, donc on se remariait parfois 6 à 8 semaines après l'enterrement de la défunte. Mais ces inventaires après décès, dans ma thèse, je les avais utilisés essentiellement pour les ventes publiques de bétail, parce que ça permettait de relever des séries de prix et donc de voir des évolutions entre le début et la fin du XVIIIe siècle et d'imaginer un peu le capital nécessaire pour acquérir une ferme et pour la faire fonctionner. Donc, c'était très limité d'une certaine façon comme utilisation, mais j'avais quand même vu un certain nombre d'inventaires après décès qui étaient passionnants, qui étaient des répertoires mais extrêmement détaillés de tous les objets que ces paysans du pays de Herve pouvaient rassembler dans leurs intérieurs. Et donc, j'avais gardé ça dans un coin de mon cerveau. Pourtant, c'est vraiment ma thèse et son lien avec la proto-industrialisation qui m'a beaucoup occupé. Donc, intérêt pour la culture matérielle via les inventaires après décès, intérêt pour le fonctionnement des sciences, fonctionnement concret des sciences, pas fonctionnement conceptuel, mais fonctionnement concret des sciences, réseau de scientifiques notamment. Et puis, sollicitation pour poursuivre la réflexion issue de ma thèse sur le lien entre l'industrialisation et la proto-industrialisation. Ça a été pour moi l'occasion de rencontrer l'initiateur de ce concept de proto-industrialisation, Franklin Mendels, et ça a été l'occasion aussi d'une de mes premières publications vraiment importantes.